Bon, merci pour la question que vous me posez. Le président Yahi Boni, vous savez, c'est un homme de paix. S'il n'était pas un homme de paix, je ne pense pas que le président Patrice Talon soit président de la République du Bénin. Il n'aurait pas eu l'occasion. Parce que la justice, vous venez d'utiliser l'expression que nous autres, nous utilisons tout le temps, des élections inclusives, paisibles, apaisées, des élections qui permettent à tous les citoyens de pouvoir participer, de désigner leurs représentants au niveau des différents organes de la République. Et donc, ce n'est pas que c'est un chantier qui a été abandonné. Et pour aller loin sur ce chantier, le parti a pris le chef de file du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Et actuellement, je crois que dans l'agenda du cadre de concertation, il y a entre autres l'audit du fichier électoral. Le chef de l'État avait ouvert la brèche. Nous l'avons saisi au bon et le cadre de concertation en a fait son cheval de bataille. Je vais juste vous donner le cas emblématique de la commune de Waké, où le maire, dans une réponse très laconique, notifie au député Nourenou Achade que la manifestation est interdite. Ce n'est ni motivé ni justifié. Il n'y a rien d'autre que de dire dans la correspondance que c'est interdit. Curieusement, au cours de la semaine qui s'achève, nous avons observé que le patriarche Karim da Silva de Porto Novo a sollicité les lieux publics à Porto Novo pour tenir une séance de travail politique pour encenser le pouvoir parce qu'il dit que c'est pour soutenir l'action publique du président Patrice Talon. La correspondance a été introduite à la mairie vendredi pour être autorisé samedi et vendredi soir, tous les services ont paraphé le document avec pour finalité accorder l'autorisation au patriarche de pouvoir tenir sa rencontre. Donc, au moment où on empêche les activités, les mobilisations pour les partis de l'opposition et en particulier pour LD, le parti Les Démocrates, on autorise les autres qui veulent encourager le pouvoir à pouvoir tenir leur séance. Il y a une sorte de deux poids, deux mesures, et c'est ça aussi qui est insupportable. Bonjour et bienvenue à votre émission Dimanche, on se dit tout. Depuis quelques semaines, les militants et responsables du parti d'opposition Les Démocrates dénoncent des entraves à leur droit de se réunir librement. En cause, des interdictions de réunion ou de manifestations délivrées par la mairie ou la préfecture. Pour mieux comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain, nous avons invité pour vous un cadre du parti Les Démocrates, M. Jean-Claude Kouagou, qui est aussi membre de la cellule de communication de ce parti. Nous allons profiter de sa présence sur notre plateau pour aborder quelques sujets chauds d'actualité, comme le débat autour d'un éventuel troisième mandat de Patrice Talon ou encore la sortie de Maître Adrien Ngwedi. Bonjour, Monsieur Kouagou, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Jossou. C'est nous plutôt qui vous remercions pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur des sujets d'actualité en ce moment au pays. Merci beaucoup pour votre disponibilité et merci aussi à tous nos amis internautes qui nous suivent aux quatre coins du monde. Merci de partager largement cette vidéo pour atteindre le plus grand nombre. Je le disais en introduction, les militants du parti Les Démocrates ont de plus en plus du mal à s'organiser ou à se réunir sur le terrain. Monsieur Kouagou, qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Bien, merci. Je crois que je vais d'abord rectifier quelque chose dans votre langage. C'est pas que nous ne sommes pas capables d'organiser nos rencontres, mais plutôt que l'administration nous empêche de tenir nos réunions publiques, nos meetings sur des places publiques
Et c'est ce à quoi nous assistons depuis un certain moment et c'est devenu récurrent dans le pays. Je peux me rappeler qu'à Ndali, il y a quelques mois, nous avons voulu, à travers nos militants, tenir un meeting à Ndali et puis ça a été purement et simplement empêché. Il y a en début de cette année déjà, le 25 janvier dernier, dans une localité qui s'appelle Adjago, au parti, qui s'appelle Dave Asuka, qui a bien voulu organiser une cérémonie de présentation de vœux à l'intention de son leader, le ministre Valentin Dianotin, et de bien d'autres leaders est simplement empêché. Je vais citer encore d'autres exemples. Dimanche 9 février dernier, il y a les députés élus dans la 6e circonscription électorale, c'est-à-dire dans les communes, regroupant les communes de Soava, d'Abomey-Calavi et de Zé, qui ont voulu organiser une activité de réédition de comptes. Mais à notre grande surprise, après les formalités d'usage, ils ont été empêchés alors que toute la logistique avait été déjà déployée sur le terrain. Le même jour, dans la commune de Waké, dans la 14e circonscription électorale, l'honorable Nourenou Achade, qui était en mission de réédition de comptes dans cette commune, a été également empêché de tenir ses activités sur les places publiques. Et la trouvaille, parce que nous, en tant que parti de l'opposition, nous ne voulons pas attendre forcément qu'on nous laisse les places publiques. Donc, la trouvaille, c'était quand même de nous rabattre sur les lieux privés. Et c'est là où nous ne comprenons plus l'administration publique qui nous empêche encore de tenir nos manifestations dans les lieux privés. Et c'est tout le hic. En ce moment, on se demande, nous sommes dans quel état, nous sommes dans quel pays. Alors que nous avons décidé à la Conférence nationale des forces vives de la nation que chaque Béninois et chaque Béninoise est libre de toute son opinion, est libre de ses opinions, libre de tenir ses meetings, donc la liberté d'association, la liberté de s'exprimer. Nous l'avons décidé à la conférence nationale, libre de tout dire sauf à répondre de son contenu. Et on ne nous donne pas l'occasion de nous exprimer. C'est ça qui fait la colère du peuple béninois, au-delà même des militants que nous autres nous sommes. Ça fait la colère du peuple béninois parce que vous savez, lorsque on n'a pas l'occasion de s'exprimer, on se constipe de paroles. Et quand on se constipe de paroles, on a envie de le rejeter. Vous avez certainement vécu des expériences personnelles que quand quelque chose vous brûle, vous avez l'intention, vous avez folle envie de vous livrer à quelqu'un, de vous confier à quelqu'un. Et quand vous n'avez pas l'occasion de le faire, alors ça dégénère. Et c'est ça qu'il faut éviter. On ne sait à quel moment cela peut dégénérer. Et nous voudrions attirer l'attention du président Patrice Talon à bien vouloir instruire l'administration à nous autoriser les manifestations sur les lieux publics et sur les lieux privés tant que nous remplissions les conditions. Ok, vous avez dit tantôt que vous avez fait les formalités, mais quelles sont les raisons avancées par l'administration pour, est-ce que les refus sont motivés? Quelles sont les raisons que l'administration avance? Je vais juste vous donner le cas emblématique de la commune de Waké, où le maire, dans une réponse très laconique, notifie au député Nourenou Achade que la manifestation est interdite. Ce n'est ni motivé ni justifié. Il n'y a rien d'autre que de dire dans la correspondance que c'est interdit. Curieusement, au cours de la semaine qui s'achève, nous avons observé que le patriarche Karim Da Silva de Porto Novo a sollicité les lieux publics à Porto Novo pour tenir une séance de travail politique pour encenser le pouvoir parce qu'il dit que c'est pour soutenir l'action publique du président Patrice Talon.
La correspondance a été introduite à la mairie vendredi pour être autorisée samedi. Et vendredi soir, tous les services ont paraphé le document avec, pour finalité, accorder l'autorisation au patriarche de pouvoir tenir sa rencontre. Donc, au moment où on empêche les activités, les mobilisations pour les partis de l'opposition et en particulier pour LD, le parti Les Démocrates, on autorise les autres qui veulent encourager le pouvoir à pouvoir tenir leur séance. Il y a une sorte de deux poids, deux mesures et c'est ça aussi qui est insupportable. Aujourd'hui, face à ces refus, est-ce que vous avez des voies de recours pour pouvoir corriger? C'est vrai que vous avez lancé un appel au président Patrice Talon pour inscrire les administrations, la mairie, les préfectures pour pouvoir faciliter l'organisation ou la tenue de vos manifestations. Est-ce qu'il y a d'autres voies de recours selon vous? Non, la voie de recours qui me semble la plus importante, c'est que au-delà même des instructions que le président Patrice Talon pourrait donner à ceux qui tiennent les administrations, c'est-à-dire les préfets et les maires, je voudrais que la conscience de chaque citoyen puisse être interpellée par ce que nous constatons n'est pas bien pour le pays. Et il se fait malheureusement que ce sont les seuls partisans du chef de l'État qui sont capables de tout faire. Il y en a qui se pavanent et qui réclament un troisième mandat inconstitutionnel pour le président Patrice Talon, alors que ce n'est pas d'actualité. Ils se pavanent pour chanter à corps à cri que le président de la République a fait mieux que tous les chefs d'État réunis depuis 1960. Libre à eux de le dire. Ben, qu'ils nous laissent nous aussi pouvoir apprécier à notre façon de notre position pour dire le contraire de ce que eux autres disent. Et c'est ça qui fait l'animation de la vie publique, c'est ça qui fait la démocratie. Et même en science, on dit que c'est de la contradiction que jaillit la lumière. Donc, à entendre qu'on nous pose des pierres, que ces pierres sont belles, belle a fait tomber le ciel, et que nous autres n'avons pas la possibilité de nous exprimer, ce n'est pas bien. Et la seule alternative que nous avons, et je dis, au-delà des instructions que le chef de l'État pourrait donner aux responsables des administrations, j'interpelle particulièrement la conscience de ceux qui sont responsables, parce que la route tourne. Et demain, ils seront peut-être à une autre position, et Patrice Talon ne serait plus là. Et là, comment ils vont pouvoir envisager leur carrière s'ils sont encore en position? Donc, l'appel, nous prenons le peuple à témoin, nous prenons la communauté internationale à témoin et nous souhaitons que chacun puisse, à partir de cet instant, disons, se départir du déni de la personnalité de soi. Est-ce qu'on peut imaginer que ces décisions d'interdiction sont prises par des responsables zélés sur le terrain parce qu'on n'a pas vu circuler une autre officielle de la part du gouvernement qui instruit la base à interdire les manifestations du Parti des démocrates? Est-ce qu'on peut penser que ça vient seulement de quelques maires ou bien préfets zélés pour faire plaisir à leur hiérarchie? Ce que vous dites, on peut donner acte à ce que vous dites, en ce sens que la seule tournée du député Nourenou Attiade nous a donné l'occasion. Pendant que la tournée était interdite dans la commune de Waké, mais elle était autorisée dans la commune de Copargo. Et à cette occasion, le maire a donné quitus et la correspondance, je ne vous l'avais pas dit au départ, les correspondances du député Nourenou Attiade du parti LD, président du groupe parlementaire, les démocrates, a été adressé à cette administration depuis le lundi. Et ce n'est que le vendredi que le maire de Waké répond tout simplement pour dire non, que la manifestation n'a pas été autorisée. Mais pendant ce temps, il y a le maire de la commune de Copargo qui avait autorisé. On ne sait pas ce qu'il attend.
Et donc, cela laisse croire effectivement qu'il y a des autorités, des maires et des préfets qui sont zélés, ça montre ça effectivement. Mais ce qu'il faut aussi entrevoir, ça nous rappelle le directeur général des impôts qui avait gardé par devant lui, en violation des dispositions légales, les quitus fiscaux de nos candidats aux élections législatives de mars 2023. Et quand nous avons introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle, vous savez sa réponse? Il a dit qu'il a reçu des instructions. Donc, ça peut ne pas être écrit et que cela soit, comment dit-on, des messages téléphonés pour demander aux responsables des administrations de nous empêcher de tenir sereinement nos rencontres publiques. Pour finir avec cette question de l'organisation des manifestations, on a appris aussi dans la presse que, je pense qu'à Banté, que des jeunes cadres du parti, les démocrates, voulaient euh, essayer d'examiner des jeunes cadres qui sont dans le domaine de la santé, ont convié la population pour vérifier les problèmes d'hypertension et ça aussi, ça a été interdit. On ne comprend pas parce que ça, ce n'est pas du domaine de la politique. Comment vous expliquez ce cas-là? Non, au-delà même de Banté, il y a eu aussi la commune d'Agbanizou. Et vous savez, toutes les stratégies sont bonnes pour la conquête du pouvoir. Donc, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le pays, je vous assure, hein, il y a beaucoup de pierres qui sont posées dans le cadre de la réalisation des infrastructures. Mais cependant, le peuple a faim. Et puisque le peuple a faim, le peuple se révolte contre la gouvernance du président Patrice Talon. Et c'est ça qui fait que le parti LD attire tellement de sympathisants et de militants que chacun voudrait apporter sa contribution pour l'alternance en 2026. Et dans ce cadre, vous avez des citoyens qui sont des professionnels de maints secteurs d'activité qui s'organisent au plan professionnel, mais pour apporter leur contribution à notre du parti. Ce n'était pas une activité politique, mais il reste que ce sont des sympathisants du parti qui ont organisé des activités, je dirais, citoyennes, des activités qui relèvent du champ de la santé pour dire aux gens, sortez pour vérifier votre tension, est-ce qu'elle est hyper, est-ce qu'elle est hypo, si tel était, quel que soit le résultat, voici la conduite que vous devez avoir pour toujours être en bonne santé vis-à-vis de ces paramètres-là. Mais on organise et puis les gens viennent tout simplement interdire. Vous me demandez de vous rappeler une situation que nous sommes en train de gérer en ce moment sur le territoire de Parakou, dans un village qui s'appelle Tokobio. Là aussi, ce n'est pas une activité politique, ce sont des sympathisants, moi je peux vous le dire ainsi, du parti qui ont organisé des activités culturelles et qui ont demandé le parrainage d'un des députés élus dans la 8e circonscription électorale. Pour ne pas le nommer, c'était le député Worukubu Habib. La manifestation a lieu, c'est une manifestation culturelle. Et quand le député arrive, il est politique, c'est vrai, mais il prend la parole et à l'entame, il met déjà les garde-fous. Il dit, je ne suis pas venu ici pour parler politique, je suis venu ici pour parler culture. Mais les démarches administratives aussi avaient été faites à l'endroit du délégué et des autres que les organisateurs pouvaient voir. Et à la fin, la manifestation a été autorisée parce qu'elle n'était pas politique, mais du fait tout simplement de la visite du député sur les lieux, qui n'a pas parlé politique, je vous le dis, quand il s'est retourné, l'administration s'est retrouvée aux trousses de nos sympathisants qui ont invité le député à prendre parole au cours de les manifestations alors qu'il était venu rehausser l'activité. Ça, c'est injuste et ce n'est pas bien. Merci beaucoup pour ces explications. On espère bien que les autorités à divers niveaux vont prendre les mesures pour que euh, cette situation ne dégénère pas parce que ça peut conduire à des frustrations un peu partout dans le pays et c'est pas ça que nous Oui, souhaitons. nous avons toujours été prévoyants au niveau du parti Les Démocrates. Depuis la création du parti en 2020, nous avons toujours plaidé pour la paix. Et la paix est notre leitmotiv. Tout ce que nous disons, mettons au devant de tout la paix. Si les actes que nous proposons ne concourent pas à la paix, il vaut mieux ne pas avancer, il faut reculer.
le code électoral, nous avons dit qu'il est chrysogène parce qu'il faut permettre à tous les gens, à tous les partis légalement constitués de pouvoir prendre part aux élections libres. Et quand ils ne seront pas capables, puisque vous avez mis dans les dispositions du code électoral qu'un parti qui échoue 2 fois à des élections consécutives, notamment législatives, que ce parti peut être rayé de la carte des partis qui sont encore légaux. Mais ça fait déjà une disposition qui permet d'apurer le champ politique des partis politiques à des moments donnés. Mais pourquoi on est obligé de mettre dans le code électoral qu'il faut une barrière de 20%, alors qu'on a déjà mis une barrière de 10% infranchissable pour beaucoup de partis? Nous disons que c'est un code chrysogène. Il faut lever les barrières pour permettre à tout le monde de participer et le peuple décide en dernier ressort de qui peut le représenter. Comme vous avez commencé déjà à aborder la question du code électoral, restons-y. Euh, on sait qu'il y avait un débat après les réformes autour des 20%, mais ce débat, on a l'impression ces dernières semaines que ce débat est passé en arrière-plan. Est-ce que euh, le Parti des démocrates a abandonné ce combat de correction du code électoral pour que les élections prochaines soient les plus inclusives que possible? Vous venez d'utiliser l'expression que nous autres, nous utilisons tout le temps, des élections inclusives, paisibles, apaisées, des élections qui permettent à tous les citoyens de pouvoir participer, de désigner leurs représentants au niveau des différents organes de la République. Et donc, ce n'est pas que c'est un chantier qui a été abandonné. Et pour aller loin sur ce chantier, le parti a pris le chef de file du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Et actuellement, je crois que dans l'agenda du cadre de concertation, il y a entre autres l'audit du fichier électoral. Et le chef de l'État avait ouvert la brèche. Nous l'avons saisi au bon et le cadre de concertation en a fait son cheval de bataille, à telle enseigne que les premières activités du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition ont consisté à mener toutes les actions nécessaires pour pouvoir faire le plaidoyer qu'il faut afin que l'audit du fichier électoral soit une réalité. Et de ce point de vue, toutes les démarches ont été faites d'abord du point de vue de la participation des autres forces politiques, c'est-à-dire les partis politiques de l'opposition et de la mouvance, ceux de la mouvance, mais les autres partis de l'opposition nous ont accompagnés, ils sont d'accord. Nous avons contacté aussi, disons, les autres corps constitués de la nation, les syndicats, la société civile, notamment celle qui s'occupe de la gouvernance électorale, notamment le FONAC, par exemple. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs que le cadre de concertation a consulté et beaucoup ont marqué leur accord à telle enseigne qu'aujourd'hui, le cadre de concertation a fini tout le travail, disons, intellectuel et politique, puis a sollicité les compétences qu'il faut pour lancer un appel et recruter, c'est pas, un cabinet international d'audit du fichier électoral. Tout le compte rendu a été fait par celui que le chef de l'État a désigné pour être l'interlocuteur à la personne du ministre en charge de la justice, donc le garde des Sceaux. Et le compte rendu lui a été fait. Il reste à lui de transmettre au chef de l'État pour décision à prendre. Parallèlement, les membres du cadre de concertation se déploient pour rencontrer le chef de l'État. Et dans ce cadre, ils l'ont même déjà saisi par écrit. Ils attendent seulement la lettre de réponse du chef de l'État les convient à une audience pour discuter de la question. Ça, c'est l'audit du fichier électoral. Mais pour le code électoral lui-même, nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut le revoir. Notre position n'a pas changé, mais il reste que le cadre de concertation, dans sa démarche méthodologique, continue de consulter ce qu'il faut consulter pour que le résultat soit fructueux.
Dans tous les cas, nous devons nous mettre aussi à l'esprit qu'à partir d'un certain délai, ça ne serait plus possible, puisque je crois 6 mois avant les élections, il n'est plus possible de toucher les lois électorales. Donc, ce travail encore, il reste à peu près 2 mois, 2 ou 3 mois pour pouvoir le faire. Et ce chantier est tout à fait ouvert. Et je crois que ce qui se passe dans la mouvance, où les gens deviennent de plus en plus insatisfaits, va certainement nous aider à aller vers la relecture du code électoral. Je voudrais davantage m'appuyer sur une réflexion d'un cadre de la mouvance en la personne d'Estelle Amoussou, qui a produit comment dit-on, une petite réflexion récemment, disant qu'il faut nécessairement relire le code électoral au risque que le parti, les démocrates, emporte toutes les élections générales de 2026 et que le Parlement soit monocolore, ainsi que les conseils municipaux et communaux. Donc, si notre préoccupation qui était de relire le code électoral de manière consensuelle a levé les obstacles et permettre à tous les partis régulièrement constitués de prendre part aux élections était là à ne pas être écoutés, de plus en plus, ceux de la mouvance aussi réalisent comment dit-on, l'impertinence de ne pas pouvoir aller à la relecture de ce code électoral. Et je crois que le point de vue de Distel Amoussou doit être certainement le point de vue d'une certaine chapelle politique qu'il faut prendre en considération. Vous l'avez dit aussi tantôt, moi je voulais revenir sur ça. Euh, on a les dispositions communautaires de la CEDEAO qui interdisent toute modification de loi électorale à moins de 6 mois des élections. Actuellement, nous sommes à moins d'un an du dépôt des candidatures pour le poste de président de la République. Je pense que c'est en octobre 2025. Est-ce que nous n'allons pas de façon dangereuse sur la ligne rouge, le fait que le consensus n'est pas trouvé jusqu'à présent pour pouvoir réélire ce code électoral? Oui, c'est pourquoi je disais que il est à partir du moment où des cadres de la mouvance commencent par émettre des inquiétudes, je crois que les choses devraient pouvoir s'accélérer. Je vous ai dit que c'est un chantier pour le compte du Parti Les Démocrates, c'est un chantier qui est confié au cadre de concertation. Et le cadre de concertation en a fait aussi son deuxième cheval de bataille derrière l'audit du fichier électoral. Donc, j'ai la conviction que le chef de l'État, vous savez, c'est comme ça cela se passe. Hein. S'il le veut, c'est en un tournement que ça va se passer. Ça ne durera pas du tout. En l'espace de 24 heures, on aurait déjà fini. Vous souvenez-vous des élections communales de 2020, quand on a fini avec les normes générales, on a élu les conseils municipaux, mais pour l'élection des maires et, oui, disons, des membres du conseil communal et des maires, vous vous souvenez, il y a certains, quand certains conseils communaux ont commencé, ils se sont retrouvés en démocratie locale. Mais très rapidement, le pouvoir a trouvé que c'était dangereux de laisser la démocratie s'exprimer dans les conseils municipaux et a donc stoppé le processus. Et je me rappelle, en l'espace de 24 heures, on a demandé, le chef de l'État a demandé à cette députée de pouvoir relire les dispositions du code électoral en ce qui concerne l'élection du maire et des adjoints au maire. Et ça a été appelé loi interprétative. Donc, en un tournement, ça s'est fait. Et je me rappelle, quand l'Assemblée a voté cette loi interprétative, c'est venu à la Cour constitutionnelle comme une lettre à la poste. Ça a été déclaré conforme à la Constitution. Et puis, la minute qui a suivi, le chef de l'État a posé sa signature pour promulguer cette loi. Et ça fait qu'aujourd'hui, si on veut regarder le statut des différents maires, il y en a qui sont des maires élus par les conseils communaux et municipaux, et il y a des maires désignés par les partis politiques ayant une certaine dominance dans la commune, ayant une certaine influence, en tout cas détenant la majorité des
des conseillers communaux ou municipaux dans les conseils. Et c'est comme ça que cela a été fait. Voilà un peu pour vous dire que si le chef de l'État veut la relecture du code électoral en ce qui concerne particulièrement la disposition relative aux 20% qu'il faut obtenir dans chacune des 24 circonscriptions électorales, s'il le veut, cela se fera sans anicroche. Merci beaucoup. Au cours des derniers jours aussi, on a vu le président du parti, les démocrates, euh, le président Yahi Boni, qui a initié un certain nombre de rencontres. On l'a vu avec Maître Adrien Humbedi, on l'a vu aussi avec le professeur Olo, Maître Robert Dossou aussi, le président Bruno Amoussou. Officiellement, ces rencontres, c'était pour présenter des vœux. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché derrière cette initiative, Monsieur Kouakou? Bon, merci pour la question que vous me posez. Et le président Yahi Boni, vous savez, c'est un homme de paix. S'il n'était pas un homme de paix, je ne pense pas que le président Patrice Talon soit président de la République du Bénin. Il n'aurait pas eu l'occasion. Parce que la justice ne peut pas avoir déclaré quelqu'un. Et je disais que le président Yahi Boni est un homme de paix. Et s'il n'était pas un homme de paix, il n'aurait pas donné l'occasion au président Patrice Talon de pouvoir exercer les fonctions de président de la République dans notre pays, disons sulfureuses et de tentatives d'empoisonnement, au terme desquelles comment dit-on, il a été établi qu'il y avait un début de tentative de coup d'État et d'empoisonnement. Cela a été clairement dit dans le livre Je ne suis pas un héros du juge Angelo Oussou qui a rendu la décision en son temps. Donc, c'est pour dire que le président Yahi Boni est naturellement un homme de paix. Et en plus d'être un homme de paix, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. Et toutes ces qualités mises ensemble l'amènent à consulter les anciens présidents d'institutions parce qu'il estime certainement, je ne suis pas dans sa pensée profonde, mais j'estime que toutes ces qualités mises ensemble, il se dit qu'on ne peut pas construire le pays en oubliant certains, en occultant certains dans la démarche. Et c'est comme ça que je puis justifier qu'il s'est rendu chez le président Adrien Roumbedi pour le saluer en lui présentant de nouvelles an. C'est vrai qu'au lendemain, il y a eu une déclaration du président Roumbedi, une déclaration que d'aucuns interprètent, ça s'interprète dans tous les sens. Bref, le président Yahi Boni est revenu aussi voir les autres présidents, les autres anciens présidents d'institutions, à savoir le professeur Théodore Lo, le professeur, le président, comment dit-on, Dossou Robert, et maître Robert Dossou, et le président Bruno Amoussou, qui a été aussi un ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, j'estime que toutes ces personnalités, qui par ailleurs sont d'un certain âge, vous souvenez-vous, ce sont des personnalités d'un certain âge, elles ont franchi la barre des 75 ans pour la plupart. Et Adrien nous rappelait qu'il a 83 ans. Bruno, ça doit être à peu près la même chose, je n'en sais pas, je ne connais pas exactement leurs actes de naissance, mais ce sont des personnalités d'un certain âge et qui ont assumé des responsabilités dans ce pays. Et on estime que ces personnalités ont encore des choses à conseiller peut-être au président de la République, à dire aussi, à apporter leurs réflexions à tout ce qui se fait dans le pays pour qu'on puisse avancer dans la paix, pour rebâtir, pour consolider notre démocratie qui est à terre depuis 2016. Merci beaucoup. Autre sujet qui polarise l'attention, au cours des dernières semaines aussi, on a vu les recours qui se multiplient devant la Cour constitutionnelle. On a vu Monsieur Christian Laïndé qui a saisi la Cour, on a vu Bertin Korovi. Et ce débat-là qui revient, on va dire, qui est récurrent sur l'éligibilité possible de Patrice Talon en 2006 ou en 2026, pardon, ou l'éventualité d'un troisième mandat. Est-ce que ce débat est encore opportun vu les dispositions de la Constitution aujourd'hui?